rentre dans la gare et là, je me rappelle dire, regarde, mais il est où le câble? Et on ne voit pas de câble. Et on regarde un peu à distance et on ne voit toujours pas de câble. Je me souviens d'avoir vu des gars de l'Aiguille du Midi particulièrement marqués, des gens qui travaillent depuis 30 ans sur cet appareil. Bon, c'est la première fois qu'ils avaient un câble au sol à ce niveau-là. On commence à marcher sur le glacier et puis on voit un bout de câble qui pend. Donc on s'est mis à creuser en fait pour essayer de retrouver l'extrémité. Et là, on a compris que le câble avait rompu suite à un incident qui restait à déterminer. Aussi méconnue qu'exceptionnelle par sa conception, la télécabine panoramique Mont-Blanc est un ouvrage atypique. Long de près de 5 km, elle permet aux alpinistes chevronnés, mais aussi aux novices, de réaliser la liaison entre l'Aiguille du Midi en France et la pointe Elbronner en Italie, à une altitude moyenne de 3600 mètres. Il s'agit là d'une traversée de 50 minutes au-dessus de la vallée Blanche, vallée glaciaire au cœur du massif du Mont-Blanc. Techniquement, la télécabine panoramique Mont-Blanc est un véritable téléphérique avec un câble porteur fixe et un câble tracteur de type pulsé. Techniquement hors norme, avec une longueur de 5093 mètres, un passage par le Gros Rognon et un pylône suspendu. En plus de 60 années d'existence, la vie de cette télécabine est également en tout point exceptionnelle. De sa construction clandestine, fin des années 1950, en passant par des événements et des accidents historiques, le panoramique Mont-Blanc n'est réellement pas un ouvrage comme les autres. Début 2018, la France est frappée par la tempête Eleanor. Le massif du Mont-Blanc n'est pas épargné par la puissance des vents. Et c'est le 6 janvier que la télécabine du panoramique Mont-Blanc, fermée en cette saison, connaîtra une véritable nuit de galère. On a eu des vents à plus de 240 km/h qui ont été enregistrés par Météo France et du givre sur les câbles, d'une gaine qui a été estimée environ 40 à 50 cm de givre sur les câbles. Pour les services de l'État, etc., il fallait qu'on prouve et qu'on comprenne ce qui s'était passé. Donc on a fait analyser les bouts de câbles rompus. C'est-à-dire qu'on allait les récupérer, à savoir que tout de suite après la tempête, c'était tout sous la neige. Donc il a fallu déneiger ce câble pour retrouver les bouts. On les a envoyés dans un labo à Cluses, qui eux ont fait l'analyse matière, etc. du câble. Ils regardent très précisément ce qui s'est passé dans le câble, donc ils analysent les traces de rupture. Et ils ont aussi retrouvé dans le câble des traces de silice. Donc la silice, c'est ce qu'il y a dans la roche, dans le granit. L'explication, c'est que le câble s'est décroché du pylône suspendu. Le câble porteur, il est sur un sabot qui est en forme de gorge. Et par-dessus ce sabot, il y a un recouvre-câble qui a été installé en tôle, justement pour éviter que le câble puisse s'enlever. Et en fait, on a retrouvé le recouvre-câble de tôle ouvert comme une boîte de conserve. Donc on imagine qu'il y a eu un gros mouvement de ce câble. Et au sol, en fait, il y a pas mal de rochers maintenant avec le réchauffement climatique. Ça a beaucoup fondu sous le pylône suspendu. On imagine que le câble est tombé dessus et s'est usé en frottant, en continuant à frotter avec les mouvements du vent et de la tempête. C'est arrivé dans une période où l'installation était fermée parce qu'on n'exploite pas l'hiver. Donc
Donc c'était plutôt bien, mais ça fait peur. Ça fait peur de voir un ouvrage comme celui-là en bas. Quand on voit que les éléments comme ça se déchaînent, on est rien à côté, et puis que finalement, tout peut arriver, même ce qu'on n'aurait jamais imaginé, la section d'un cap porteur. Au premier abord, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va jamais le refaire. C'est plus grave que prévu, c'est pas anodin, un cap porteur qui casse, d'imaginer de le refaire dans un contexte de haute montagne, c'était difficile. Cet appareil-là, c'est du patrimoine de la vallée de Chamonix. Il y a des gens qui ont travaillé à dos d'homme pour le construire. Nous, c'est notre devoir, avec la technologie actuelle, notre savoir-faire, de faire en sorte qu'elle perdure. La décision de reconstruire cette télécabine était une évidence pour les acteurs économiques du massif. Imaginer l'avenir sans ce trait d'union entre la France et l'Italie n'était simplement pas envisageable. Une période de travaux s'amorce donc avec une exigence de respect de l'environnement et une réelle volonté de pouvoir offrir de nouveau la haute montagne à tout le monde. Le plus dur commence donc pour les équipes en charge de ces travaux extraordinaires. L'origine de ces téléphériques, en fait, on peut dire que c'est le lien. Le lien entre deux régions, et non pas entre deux pays. C'était moins le lien entre la France et l'Italie qu'au départ, juste après la Deuxième Guerre mondiale, le lien entre le Val d'Aoste, assez pauvre, qui s'ouvre et veut s'ouvrir sur la Haute-Savoie au nord. Et donc le lien entre un département et une région italienne, et puis le lien entre une station, Breuil-Servigna. Breuil-Servigna, créée par Dino Laura-Totino, qui a construit les plus hauts téléphériques du monde à l'époque, au plateau Rosa vers Zermatt et à Fourgonne pour aller jusqu'au sommet du Cervin, et qui a envie de relier sa station à la Haute-Savoie, voyant notamment le développement de Chamonix. Il tente dès 1948, quand il achève d'ailleurs de construire son téléphérique du refuge Torino, qu'il a lui-même édifié à 3300 mètres d'altitude. Il est en bas au pied de son téléphérique et il se dit « Je vais creuser un tunnel sous le Mont Blanc » et il va en creuser 400 mètres sur son argent personnel avant que les États interdisent aux villes de Courmayeur, d'Entrèves et de Chamonix de lui donner les surfaces nécessaires à l'édification du tunnel. Et cet empêchement des États, Italie et France, va lui donner envie de faire par les airs ce qu'il n'a pas pu réaliser sous terre. C'est vrai que l'histoire de cette télécabine, elle est cachée au départ. C'est-à-dire que le projet, c'est un téléphérique à l'Aiguille du Midi, qui est un projet au départ français. Tout est focalisé sur ce téléphérique de l'Aiguille du Midi, qui va être le plus haut du monde, qui en fait, pour Laura Totino, est un cheval de Troie. C'est-à-dire qu'en arrivant au sommet, ça permet d'envisager de survoler le glacier du Géant et la vallée Blanche, et de construire la télécabine. Personne n'en vaut l'intérêt parce que ce n'est pas un téléphérique d'hiver, et que Chamonix est en retard, et que tous les chamoniards lui préfèrent un téléphérique à Carl-Aveyron. Il faudra que le maire Jean Ravanel se batte pour que l'Aiguille du Midi soit adoptée. Et là, une polémique va enfler entre, on va dire, les puristes, les alpinistes, conduits par la Fédération française de montagne, entre autres par Maurice Herzog, qui vont décrier, et c'est la première fois que ça arrive, à part le téléphérique de la Meije en 1939, c'est la première fois que des gens parlent d'une montagne qu'il faut laisser invioler et hurlent contre cette télécabine qui ne sert qu'aux touristes. Donc elle est un peu honteuse, cette télécabine. Et pourtant, elle est conçue dès le départ, parce qu'il l'avait vu venir, par Laura Totino et son ingénieur Zignoli, comme la plus discrète possible. D'ailleurs, on l'appelle télécabine parce qu'il y a des séries de 3 petites cabines. Mais en fait, c'est un téléphérique. Là, il y a un cap porteur et un cap tracteur, comme pour un téléphérique. Mais la ruse de Laura Totino, c'est d'avoir choisi de faire des trains de cabines espacés d'à peu près 600 mètres et qui s'arrêtent dans les gares en faisant demi-tour, ce qui permet de lisser la charge et d'avoir moins de personnes réparties sur toute la longueur du câble, d'avoir donc des câbles plus fins, des petites cabines et pas une grosse cabine de téléphérique, d'avoir 15 tonnes de tension seulement là où le câble est ancré contre 100 tonnes au sommet de l'Aiguille du Midi, et d'avoir donc une structure, une infrastructure la plus légère possible. Dino Laura Totino, c'est un entrepreneur et un ingénieur qui a fait le Polytechnicum de Zurich, qui est né avec le siècle, ce qu'on disait à l'époque, donc il est né en 1900, dans une petite ville piémontaise italienne qui s'appelle Biella,
où il y avait un funiculaire et depuis un téléphérique, et qui est en fait un gosse de riche, c'est-à-dire qu'il est fils d'un entrepreneur lainier. Son chef-d'œuvre, au départ, c'est de traverser un glacier. C'est le seul qui, sur 5 km de longueur, traverse un glacier. Et son premier tracé, c'était Aiguille du Midi, Gros Rognon, comme aujourd'hui, puis Gros Rognon, Grand Flambeau, et Grand Flambeau, Elbronner. Donc il y avait 2 stations intermédiaires. La trouvaille, qui a permis de médiatiser un peu, mais insuffisamment, la télécabine, c'est effectivement l'idée du pylône suspendu, inventé par Vittorio Zignoli en regardant les pantographes au-dessus des tramways à Turin. La vraie trouvaille, c'est finalement plus le geste humain et financier qui est d'avoir entrepris ça si tôt. Elle est unique en son genre. C'est la liaison. On a encore la chance d'avoir des gens qui ont travaillé il y a 40, 50, 60 ans sur cet appareil. Ils sont profondément amoureux de cet appareil et ils nous ont transmis cette passion-là. Donc nous, on pense toujours à eux dans toutes les actions qu'on fait. Le but n'est pas d'écrire un nom particulier sur ce chantier, le but c'est vraiment de prolonger cette histoire, de la continuer et de le faire en toute humilité, quoi. Mais par contre, de le faire de manière professionnelle, comme ils l'ont fait à l'époque. Quand on présente le produit qu'est le panoramique, la liaison entre la France, l'Italie, à cette altitude-là, 5 km sur des glaciers, tous les gens qui ressortent de ce voyage, de cette expérience, nous disent que c'était magnifique. Donc, on veut à tout prix faire perdurer cet appareil parce qu'il permet à la fois aux touristes qui n'ont jamais mis les pieds en montagne de passer un moment extraordinaire en faisant cette boucle de 11 km et à l'alpiniste chevronné ou débutant d'accéder à des sommets autour. Donc il a ce double rôle. Il n'est pas là par hasard, ce n'est pas un objet posé et finalement au niveau du paysage, l'impact est très faible. On voit ces quelques câbles, il y a une gare au Rognon qui est quasiment invisible. Donc moi je pense qu'en termes d'environnement, l'impact est neutre. On ne fait pas une remontée mécanique maintenant comme on la faisait au milieu du XXe siècle. Il y a une capacité à insérer mieux, à considérer l'ensemble de ces éléments paysagers, environnementaux. Et la commune de Chamonix est très attachée au fait que ces remontées mécaniques soient faites dans des conditions qui soient respectueuses de l'environnement. Rappelons-le, on est dans un site classé et qu'il faut ce patrimoine qu'on le considère de la meilleure manière possible. Donc le ministère de l'Environnement et du Développement durable est totalement associé aux choix qui sont faits sur ces sujets. Moi, je trouve qu'il y a un sens de plus en plus fort donné justement au lien entre le site et son environnement, une écologie du tourisme en développement, avec des touristes qui sont de plus en plus demandeurs de pouvoir se déplacer d'une manière propre, de pouvoir consommer d'une manière intelligente et arriver sur les sites et avoir des produits qui sont structurés également dans leur contenu autour de cette notion d'environnement. Il y a un espace naturel qui est exceptionnel, mais ce qui est aussi très particulier, c'est la rapidité finalement d'accès à la haute montagne. On arrive dans une vallée avec un accès qui est assez facile, et on peut très rapidement être projeté sur la très haute montagne. On n'est pas simplement sur une remontée mécanique et sur du transport, on est bien sur la médiation avec la haute montagne et un univers naturel extraordinaire et fragile. Pour des raisons techniques d'accès, les travaux débutent du côté italien. L'objectif est clair, acheminer depuis Entreves, proche de Courmayeur, le nouveau câble. Mais les difficultés et les contraintes sont énormes. Le poids et la longueur de ce dernier sont de vrais handicaps. Impossible à monter par hélicoptère. Le câble partira donc du bas, à 1300 mètres d'altitude, pour rejoindre la gare du Skyway à 3462 mètres et sera acheminé à flanc de massif. On va partir page blanche, on va changer les câbles. Les dimensionnements de câbles, on va les conserver comme celui-ci parce qu'on n'a pas souhaité augmenter le débit de cet appareil. On est resté sur le débit identique qui est faible, certes, mais qui permet aussi à notre clientèle de prendre le temps de s'accaparer, je dirais, le milieu du massif du Mont Blanc. On a pris l'engagement de remplacer d'une part le premier câble qui lui avait été sectionné par les phénomènes de tempête et la mise en œuvre de la ligne de déroulage qui était assez complexe. On a profité de changer un deuxième câble porteur. Il a fallu, je dirais, avoir une bonne réflexion de savoir qu'est-ce qu'on allait faire à long terme pour ne plus que ça se reproduise. Donc un investissement très lourd a été engagé financièrement. Ne serait-ce que juste le remplacement de ces deux câbles ont avoisiné quasiment 2 millions d'euros. Ensuite, on a eu pas loin de 350 000 euros d'investissement de modification de l'ouvrage du pylône suspendu afin de modifier donc les sabots d'appui,
avec les secteurs bronze, et puis de s'affranchir d'une éventuelle future tempête, donc le renforcement. Le premier point stratégique, ça a été de monter ces câbles porteurs qui sont livrés sur une bobine d'environ 3 mètres de diamètre, dont le poids avoisine quasiment les 20 tonnes. Monter 20 tonnes de câbles à l'hélicoptère, c'est pas possible. On est quand même sur un déroulage de câbles d'environ 160 tonnes d'acier pour remplacer uniquement les 2 câbles porteurs. Donc c'est une vraie prouesse technique. On n'a pas révolutionné ou inventé un nouveau process, on n'a fait que recopier ce que les anciens avaient fait quand ils avaient créé cet appareil. Il a fallu fabriquer une ligne de tir, c'est-à-dire mettre des pylônes provisoires qui ont tiré dans un premier temps un petit câble. On est venu accrocher un moyen câble. Une fois que tout ce câble de 26 mm de diamètre était monté à la pointe Heilbronner, on a pu tirer le câble qui était plus lourd, le câble porteur qui est un câble de 30 mm de diamètre, jusqu'à la gare Sommital. Il a fallu faire la même chose depuis la gare d'Heilbronner et traverser le glacier, de nouveau avec un petit câble, un moyen câble, et emmener le gros câble à la gare du Rognon, qui est la gare intermédiaire. La section qui a été changée, elle se situe entre la pointe Heilbronner et le glacier du Rognon, la pointe du Rognon. Ces changements-là a pris quasiment 7 mois. On a bien apprécié qu'ils nous ont donné une aide pour gérer tout ça. On a tout de suite donné notre bien disponibilité à aider pour résoudre ces gros problèmes parce que c'est un gros problème. Pour nous, le panoramique est la possibilité d'offrir à nos clients l'idée d'un voyage vraiment à faire une fois dans la vie, unique au monde. Alors c'est vrai, c'est dans la partie française, mais à notre avis, le Mont Blanc, il n'a pas de confins. Et alors on aime imaginer que les gens peuvent monter de Courmayeur et arriver à Chamonix, et au contraire, partir de Chamonix et arriver à Courmayeur. Nous, notre capitale, ce n'est pas une ville, mais c'est un sommet. Mais autour de ce sommet, il y a une communauté, on partage les mêmes valeurs, les mêmes problèmes, et la même envie surtout de montrer qu'il y a une voie, on l'espère en tout cas, qui nous permettra de concilier un environnement naturel d'une très très grande qualité et naturellement un milieu humain à ses pieds qui est sensible à ces évolutions. On est vraiment au carrefour des gens qui se rencontrent. Entre la France et l'Italie, il y a le tunnel du Mont Blanc, puis il y a le panoramique Mont Blanc. On parle moins que le tunnel, mais il est aussi exceptionnel. Et l'ouvrage, c'est de relier les gens. Et en fait, c'est toute la symbolique même de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on monte un câble pour essayer de se relier tous. Relier l'aiguille du Midi à l'Italie, à Heilbronner, au Skyway. Et puis continuer de faire découvrir tout ça. Donc c'est vrai qu'on est à la croisée des chemins et c'est profondément humain. C'est très technique l'opération, mais c'est profondément humain. Et c'est ça qui en fait quand même, je pense, la grandeur, quoi. Des travaux d'une telle ampleur en haute montagne nécessitent beaucoup de précautions, notamment concernant le respect de l'environnement et la sécurité des équipes. Il y a déjà une attention sur la gestion des déchets, plus du comportement. Mais les principales dispositions, c'était concernant les risques de pollution. Donc, les installations de câbles et montage, c'est des systèmes de groupes hydrauliques, donc avec des huiles. Et donc c'est surtout la rétention des produits et des compresseurs qui a fait l'objet d'une attention particulière, puisque c'est là où il y avait le plus gros risque d'impact. En cas de rupture hydraulique, on pouvait avoir plusieurs litres d'huile qui étaient déversés dans la nature. Le reste, c'est plutôt de l'attention en termes de visuel, de nettoyage, de ramassage des déchets, voilà, ne serait-ce que les mégots de cigarettes, c'est tout bête, mais un mégot de cigarette en montagne, on sait très bien qu'il va rester longtemps. Et évidemment aussi le risque incendie, alors pas trop sur la partie glacier, mais côté italien. Voilà, on avait un risque, comme il a fait très beau, c'est assez sec. Donc là, il y avait une précaution particulière concernant la prévention des incendies, avec une surveillance, avec des moyens d'intervention pour intervenir au cas où. Dis-leur qu'ils touchent pas trop encore. Hein. Une grosse partie du chantier se passe à 3500 mètres d'altitude, avec les risques météo. Éventuellement, quand on est un peu loin des gares, le risque de se faire coincer par une évolution météo. Donc toute une anticipation de savoir si à un moment donné on est obligé de prendre du temps pour sécuriser les installations, à quel endroit on se réfugie et combien de temps on peut attendre, puisque
Par exemple, sur le site du Rognon, on peut y aller qu'en hélicoptère, donc ce qui veut dire que si on est bloqué, on peut très bien être bloqué plusieurs jours. Et donc là, l'idée, c'était de prévoir les moyens sur le Rognon pour dormir, manger et éventuellement faire face à une crise liée à l'altitude, où il y a un caisson hyperbare de secours qui a été installé en prévision d'une situation qu'il faudrait gérer sans pouvoir évacuer la victime, en attendant que les secours arrivent et évacuent la personne. Travailler sur cet appareil, c'est tout le temps un challenge, c'est tout le temps une aventure, parce que là où il est placé, la météo, dès que c'est couvert, c'est vite compliqué. Il faut savoir aussi qu'il y avait une benne de service avant qui reliait l'Aiguille du Midi au Rognon, et cette benne de service, elle a été cassée par la tempête en même temps que le câble porteur, c'est-à-dire qu'on pouvait y aller uniquement en hélico les jours de beau temps. Donc, ce qui a été un facteur impactant sur le temps de réalisation du chantier. C'est un endroit où il neige beaucoup, on pèle beaucoup de neige, où ça prend beaucoup de temps de faire des petites opérations. C'est-à-dire que sur un planning, on va mettre une opération qui va durer 3 jours. Et cette opération de 3 jours, elle peut s'étaler sur 15 jours si la météo n'est pas favorable. Il a fallu aussi obtenir des autorisations, aussi bien de la mairie de Chamonix que de la mairie de Courmayeur. Parce qu'on est dans un site classé du Mont Blanc, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que l'ensemble des lignes de tir qui ont été mises en œuvre et l'ensemble des treuils qui ont été posés pour remplacer ces 2 câbles, il a fallu faire un état des lieux avant la pose et après la pose. Sur un point de vue environnemental, on ne peut pas, comme ça se faisait à l'époque, parfois tirer des câbles et puis laisser quelques torches de câbles au pied du glacier, au pied d'un chantier. Donc aujourd'hui, un état des lieux a été fait avec le service d'environnement pour justement s'assurer que quand on allait changer ces câbles-là, on allait, après changement et après rétablissement de la ligne, se retrouver dans un massif qui n'était pas pollué de toute trace de matériel de tir, de chantier ou de câbles de déroulage. Quand on déroule un câble comme ça, on avoisine environ une trentaine de tonnes de tension. Et l'ensemble des ouvrages qui ont été mis, il a fallu s'assurer via des calculs et puis des partenaires, je dirais, qui nous ont fait les profils avec des géomètres, de s'assurer que la ligne de tir était l'option choisie la plus favorable. L'histoire du panoramique Mont-Blanc fut marquée par un événement tragique et simplement exceptionnel. Alors qu'il fait le bonheur des touristes depuis son ouverture 4 ans auparavant, la télécabine va connaître un grand drame. C'est le 29 août 1961, il est aux alentours de 13 h, grand beau sur la vallée, grand beau sur le panoramique. C'est la queue là-haut, les trains de cabines partent vers Heilbronner. Dans l'une des cabines qui quitte le Gros Rognon pour remonter vers l'Aiguille, se trouve un de mes copains qui s'appelle Christian Mollier, qui est guide et qui a 22 ans. C'était une journée normale. Je devais faire une course, je devais faire une ascension avec une cliente, Irène Caramella à l'époque. Et on avait décidé que c'était, on irait à la Tour Ronde. À la Tour Ronde, donc, on part à l'Aiguille du Midi et on traverse la Vallée Blanche et on remonte ce sommet de 3770 mètres, magnifique, sur la frontière italienne. Une fois le sommet, on est redescendu tranquillement. Je comptais revenir sur l'Aiguille du Midi, mais c'était trop long avec la chaleur. La chaleur, c'est en plein milieu de midi, là. Et on a décidé de rentrer par la télécabine. Alors on va à la gare italienne, et puis dans la gare italienne, il y a déjà du monde qui attend pour traverser. Et ce qui se passe, c'est que ce sont, et là c'est important, c'est des bennes de 4 personnes, groupées par 2 ou 3. Alors il y avait quelqu'un devant moi, personne étrangère, qui était montée dans la première benne, et un groupe derrière moi qui voulait rester ensemble. Alors, ils nous ont dit, puisque vous êtes là, allez-y. Donc, on est monté dans la cabine, et eux sont montés derrière. Et ça m'a sauvé la vie, et eux, ça les a condamnés. On traverse le Rognon
Et puis après, c'est le col du Midi, grand col du Midi qui arrive qui aboutit à l'aiguille du Midi. Et au milieu du col, je regardais les gens dans le col, le tacule, tout ça. Et puis brusquement, en me tournant vers le col, je vois brusquement sortir un avion. Mais regardez, mais comme il vole bas cet avion. Effectivement, il y a un avion de chasse qui plonge entre le Mont Blanc et l'Aiguille vers la Vallée Blanche. Et à ce moment-là, il y a un frémissement. Le conteneur sous l'aile de l'avion de chasse conduit par Ziegler, c'était le nom du pilote, accroche le câble tracteur, heureusement pas le porteur, et le sectionne. Et puis brusquement après, une détente terrible sur tous les câbles, tout. Et nous, on s'est mis à tourner autour du câble. Tous les deux, on se tapait dedans avec un client, on se tapait dedans. On tournait et on était attirés vers l'aiguille du Midi, assez vite comme ça. Alors là, on s'est vu fichu là, parce qu'on a dit c'est pas possible. De temps en temps, on voyait le ciel, de temps en temps, on voyait la neige, de temps en temps, on basculait sans arrêt d'un côté et de l'autre. Et puis brusquement, ça s'est arrêté. Et on était toujours accrochés au câble. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on n'aime pas rien faire. On sait bien que dans un téléphérique, on ne peut rien faire. Mais comme on était arrêté, je me suis tout de suite pensé, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis monté sur la benne. Je suis monté sur notre benne à nous, là. Et j'ai vu que la cabine ne tenait plus que par 2 roues. Il y a 4, hein, elle tombait déjà dans le vide un petit peu. Là. Et puis devant, il y avait la cabine du monsieur qui était devant nous, complètement dans le vide, pendait dans le vide. Et là, j'ai attaché solidement la cabine, avec ma corde, solidement la cabine au cap porteur, qui était toujours là. Et puis, j'ai attaché ma cliente aussi sur le câble. Je dis, si jamais ça arrive, elle sera suspendue, mais elle restera sur le câble. Et puis j'ai regardé derrière les cabines, il y avait le câble tracteur qui avait été choqué par l'avion, qui était cassé et qui tombait dans la Vallée Blanche, d'environ 140 mètres de hauteur. J'ai vu qu'il n'y avait plus personne derrière. Hein. Et il y avait toute une famille. Et eux, ils sont revenus en arrière à toute vitesse, mais les cabines balançaient, ils n'ont pas passé. Ils ont explosé dans le tunnel et ils sont tous morts, les 6. Hein. C'était toute une famille avec leurs enfants, plus 2, un père et son fils italien, qui sont morts aussi dedans. Ils ont éclaté dans le rognon. Alors je me suis dit, bon, j'étais en forme, j'avais 21 ans, hein, je me suis dit, peut-être je vais y arriver. Descendre par le câble. Alors j'ai pris le câble n'était pas graissé. C'est une chance. Alors j'ai pris à la main, le câble à la main, et j'ai serré mes genoux contre le câble, puis j'ai commencé la descente. Alors, ça a duré, je ne sais pas, peut-être plus d'1 heure, 1 heure et demie. Et souvent, je me suis dit, qu'est-ce que ça serait bien de lâcher? La fatigue et tout, la fatigue terrible. Ça serait bien de lâcher. Puis sans arrêt, la sainte conservation me disait, tiens le cap solidement, et puis continue. Et petit à petit, j'ai vu la surface blanche de la Vallée Blanche qui arrivait petit à petit vers moi. Alors j'ai continué à serrer un peu les genoux, serrer très fortement le câble. Et je suis arrivé au moment où le câble commençait à faire une espèce de flèche sur la Vallée Blanche. Alors là, j'ai dit, je suis arrivé là, je me suis couché dans la neige. J'ai pu contacter les gens du téléphérique par l'ancien téléphérique, là. Et je leur ai dit, il ne faut surtout pas tirer le câble parce qu'on va tous tomber. Tout va tomber parce que c'est sur 2 roues maintenant.
Il a dit, vous en faites pas. Il m'avait dit, vous en faites pas. On l'a vu à la jumelle que c'était précaire comme situation. Donc on ne bouge pas, on ira chercher votre cliente avec un godet le long du câble, c'est connu. Donc j'ai respiré un peu. Et quand je suis arrivé en haut, ils avaient déjà tiré ma cliente le long. Et je suis descendu avec elle à Chamonix. Elle me croyait morte. Hein. Je croyais que je ne pourrais jamais descendre un câble pareil pendant 140 mètres. C'est une chance inouïe d'avoir changé de position au départ. Le destin. Et puis, une chance aussi que l'avion n'ait pas percuté le câble porteur. Parce que là, on serait tous morts. Il a percuté le tracteur, et il l'a coupé, mais il n'a pas touché le porteur. C'est quelque chose d'anormal, ça. La normalité, c'est un téléphérique qui marche et pas un avion qui le coupe. 82 personnes restent bloquées pendant 18 heures entre glacier et ciel. Là, nous assistons au savoir-faire des ouvriers, des ingénieurs de la Compagnie du Mont-Blanc de l'époque. Tout est mis en œuvre, les secours, les gendarmes, tout ça donne un retentissement absolument énorme. La sécurité est assurée et au bout de 18 heures, les gens sont évacués. Ça reste un événement considérable, la France entière en a parlé. Le câble a été réparé, la vie a repris ses droits. Suite à cet accident dramatique, un procès sera engagé contre Bernard Stiegler, le pilote de l'avion de chasse. Le Ziegler, qui deviendra par la suite président de Airbus, a été acquitté au cours du procès. Pourquoi? Parce que les câbles du panoramique de la Vallée Blanche n'étaient pas signalés et inscrits sur les cartes militaires de l'aviation française. On va bouger, hein. Attention. Ouais. Attends 2 secondes. Travailler à des altitudes moyennes de 3500 mètres est une mission très complexe. Le moindre déplacement, le moindre transport de charge sont de vrais exercices laborieux. Il n'y avait vraiment aucun accès, si ce n'est à pied, mais aucun accès avec des véhicules, avec des camions. Et c'est vrai que pour monter les câbles là-haut, il fallait monter du matériel assez lourd, assez conséquent. C'est des treuils, c'est des groupes hydrauliques pour faire actionner les treuils. Et toute la subtilité de la chose, c'était de pouvoir monter du matériel assez puissant pour amener les câbles jusqu'au sommet, mais en contrepartie assez léger pour passer dans une certaine gamme d'hélicos et pour pouvoir les monter à des altitudes en plus, ce qui n'arrangeait pas les choses. 3007, 3006, c'est quand même, l'hélico perd beaucoup de puissance à ces altitudes. Donc trouver un compromis entre le poids, la puissance du treuil pour arriver à monter tout notre matériel. Pascal Brun, pilote d'hélicoptère reconnu dans le massif du Mont-Blanc, a été sollicité afin de garantir le bon acheminement des techniciens et du matériel. Sur ces travaux-là, nos interventions se caractérisaient majoritairement par le transport des ouvriers, bien évidemment, puisque le personnel ne dort pas sur place. Il faut l'amener le matin, le récupérer le soir, ou avant le soir, avant que les conditions météo ne se gâtent. Certaines fois même, on partait pour les déposer, et il s'avérait que les conditions d'aérologie et de météorologie locale ou à venir dans les heures allaient être mauvaises, et on faisait demi-tour avec tout le personnel. En plus du personnel, on acheminait évidemment tout le matériel, les matériaux qu'ils ont besoin pour faire leur travail et le matériel le plus lourd jusqu'à concurrence de nos performances, des performances de la machine à cette altitude.
c'est-à-dire des charges jusqu'à 750, 800 kg pour des charges tout à fait exceptionnelles. Au-delà, c'est plus possible. C'est un autre appareil qui intervient pour monter du matériel beaucoup plus lourd. Le personnel, tout comme le matériel, est acheminé en différents points de la ligne, qui sont des points pas radicalement différents, puisqu'on est toujours à peu près à la même tranche d'altitude, mais malgré tout, ce sont des points qui, aérologiquement parlant, ne se traitent pas forcément de la même manière. Donc effectivement, toutes les fois où nous sommes intervenus sur ce site, en différents points du site, toutes les fois, c'était des approches quasi différentes. En tout cas, il fallait y aller avec la réserve et l'humilité de se dire que c'était peut-être différent de 10 minutes plus tôt. Pour les charges les plus lourdes, nous avons fait intervenir des collègues suisses qui ont une machine particulièrement performante et surtout qui étaient dans le rapport de puissance et de poids qu'imposait le matériel à monter ce jour-là. Le vol en montagne n'est absolument pas anodin. Il faut y aller avec beaucoup d'humilité. C'est ce que l'on fait même en ayant un peu plus d'expérience comme moi-même. On y va toujours en se disant, non pas que c'est la première fois, mais que chaque fois c'est différent. Donc il faut rester extrêmement vigilant. Et se méfier en particulier d'une météo qui peut être changeante très rapidement en montagne, comme tout le monde le sait. En 2016, la cabine avait déjà vécu un accident. Mais contrairement à la tempête Eleanor, les cabines sont pleines. Cet incident, il est dû à un triple croisement de câbles entre le câble porteur et le câble tracteur. On venait de finir la rénovation de cet appareil et il y avait encore des réglages à peaufiner. Et on a une entreprise extérieure qui est venue, qui a fait un réglage d'essai qui semblait probant visuellement en exploitation, comme ça, il a été laissé. Et en fait, ce réglage trop pointu nous a créé donc 3 croisements de câbles. C'est un incident que l'on connaît, je ne vais pas dire fréquemment, mais au moins une fois par saison. Pas forcément en exploitation, on peut le connaître sur des essais qu'on fait annuellement avec les services de l'État pour la conformité de l'appareil. Donc on a une procédure pour sortir de ces décroisements. Donc on a très vite décroisé 2 parties. Et la 3e partie était entre le Gros Rognon et la Pointe-et-le-Bronner, sur la partie la plus longue. Et pour arriver à décroiser cette partie-là, on a besoin de nos 2 machineries. Lorsqu'on a utilisé la machinerie de la Pointe-et-le-Bronner, qui est une machinerie de secours, qu'on a couplée en même temps que celle de l'Aiguille, machinerie qu'on venait de rénover, eh bien on a subi une rupture d'un flexible hydraulique. On a perdu notre motricité à la Pointe-et-le-Bronner. Et là, on n'arrivait pas à décroiser et on a dû faire appel à des moyens extérieurs. Vers 15h30, la compagnie du Mont-Blanc nous appelle au PGHM et nous signale qu'ils sont dans l'incapacité de rapatrier les cabines. Donc là, course contre la montre qui s'engage et concomitamment des appels téléphoniques nous indiquant que des passagers tentent d'ouvrir les portes des cabines vers le secteur de l'Aiguille du Midi. Prenant en compte rapidement la dimension, eu égard au nombre de passagers coincés dans la ligne, 110 passagers, il y a 12 trains de cabine de 3 cabines, il ne fallait pas perdre de temps. Donc forcément, moi j'informe le préfet de la Haute-Savoie ainsi que mon commandant de groupement de la situation et d'une situation qui risque de durer une bonne partie de la soirée, voire de la nuit, si on y arrive. Traditionnellement, on agit avec des hélicoptères de la sécurité civile ou de la gendarmerie, et par hélitreuillage. Donc ça prend quand même un petit peu de temps, le temps de déposer un secouriste sur le toit de la cabine, d'ouvrir la cabine, sécuriser les passagers, les équiper de culottes d'hélitreuillage, puis de les sortir un par treuillage, ça prend du temps. En cours d'opération, bien évidemment, je suis informé que des masses nuageuses enveloppent plusieurs trains de cabine, donc impossibilité à l'hélicoptère d'y accéder. Et comme nous n'avions jamais fait d'essai, nous, on ne pouvait pas partir à la découverte des câbles comme ça, sans moyens prédéfinis. La soirée avançant, on a commencé à se poser des questions sur ces trains de cabine qui allaient malheureusement rester sans secours. On a pris la décision d'essayer d'acheminer
sur ces trains de cabine orphelins des secouristes pour rassurer les gens et passer la nuit avec eux. On a pu le faire sur d'autres trains de cabine. Malheureusement, ceux qui étaient vraiment enveloppés dans les nuages, ils sont restés orphelins toute la nuit, pleins à 4 personnes à l'intérieur des cabines. Il y avait en gros 24 personnes qui étaient coincées sur la ligne. La panne était identifiée, donc dans la nuit, l'entreprise Pomagalski a fait toutes les démarches pour venir en urgence par le tunnel du Mont-Blanc et monter à Heilbronner pour, dans la nuit, réparer le flexible, changer le flexible et tenter au petit matin la remise en route de l'installation. Finalement, la mise en route de l'installation peut se faire à petite vitesse. Donc tous les trains de cabine sont évacués sur Heilbronner et toutes les personnes qui sont à l'intérieur sont évacuées. Et à 10 h, tout était terminé. Les 30 dernières personnes étaient évacuées et ramenées sur Chamonix. Après 18 mois de travaux périlleux et engagés, la fin est proche. Le câble est pratiquement en place. Seuls quelques détails persistent. Le deuxième câble va arriver au Rognon. On va finir cette phase de déroulage. Une fois que le deuxième câble sera arrivé au sommet, on sera affranchi de tous ces problèmes de déroulage qui sont quand même très spécifiques et qui sont liés au site, quoi. Le plus compliqué est fait, on va dire. Et maintenant, on va reprendre des choses un peu plus classiques, des reprises de tension, des culottages, enfin voilà, quelque chose de plus courant. Une fois qu'on a l'impression que le chantier est fini, parce que le câble a été réceptionné, il est en place. En réalité, on a plein d'installations et de matériel à évacuer, mais on a surtout beaucoup de démontage à faire, et donc bien faire attention de récupérer tous les éléments, les équipements, voire les déchets qu'on a pu générer. Donc ne serait-ce que les pylônes provisoires, les systèmes de bannage, couper les ancrages, et donc de faire en sorte que, une fois qu'on est parti, on ait le moins de traces possible du passage de ce câble jusque là-haut. Dernière étape, la remise en place des cabines. Les 36 embarcations seront replacées une à une avant une mise en route et un nouveau départ. La dernière fois qu'on a enlevé toutes les cabines, c'est qu'on a mis en route l'installation. En fait, on laisse toujours un certain nombre de cabines en ligne pour avoir, on va dire, un bon écartement entre le câble porteur et le câble tracteur, pour que le câble tracteur ne vienne pas givrer et aller jusqu'au sol. Chaque année, on enlève 12 cabines sur lesquelles on fait l'entretien, la maintenance, on démonte complètement les pinces et on les remet en ligne. Par contre, c'était jamais arrivé dernièrement qu'on enlève toutes les cabines. Donc les cabines, elles sont par groupe de 3 et elles sont espacées de 800 mètres. Sur l'ensemble de la ligne, on a 12 trains de 3 cabines espacés de 800 mètres. Ce qu'on va faire, c'est mettre ensemble les groupes, on va dire dans une gare ou dans l'autre. Donc les cabines qui ont été démontées à Heilbronner sont remontées à Heilbronner, les cabines qui ont été démontées à l'Aiguille du Midi seront remontées à l'Aiguille du Midi. Après, on a un positionnement et on a un ordre à respecter, donc il y a une certaine logistique pour faire tout ça. Techniquement, quand on démonte la cabine, on va amener notre pince à l'atelier, on va ensuite démonter complètement la pince, vérifier, on va dire, toutes les cotes qui sont données par le constructeur pour être sûr que la cabine et la pince soient bonnes à être mises en place. Une fois qu'on a fait tout ça, on remonte l'ensemble du véhicule, la cabine, la suspente et la pince, et ensuite on vient la mettre à la position qu'on a définie à l'emplacement des cabines, du train de cabine. Là, c'est bon. Elle ne glisse plus. Donc on va attendre les autres, et puis après celle-là, on repart en marche arrière. Donc la barrette est bien mise, puisque là on va ressortir, on ne va pas toucher la barrette. Voilà. Et là, tu as la C. Tu as la B, quoi. Hein, tu as les 4 B là, sur toi. Là, les prochaines opérations sont la remise en ligne de l'ensemble des cabines qui ont été démontées. Une fois qu'on a fait ça, on a un certain nombre d'autres opérations qui nous restent. C'est cycler les cabines, c'est-à-dire qu'elles soient aux bonnes distances et avoir le bon écartement entre elles. Assurer qu'à l'intérieur des cabines, on ait bien le matériel de secours en cas de problème technique. Et après, on partira sur la visite annuelle qui dure environ 2 semaines. Donc visite annuelle, c'est un essai d'inspection annuelle de l'ensemble
des sécurités de l'installation réalisées avec le service de contrôle et un technicien d'inspection annuel. C'est ce qu'on est obligé d'avoir avant de pouvoir réouvrir l'installation au public. Donc là, on va dire, on repart pas à neuf, mais on repart avec une install qui a été contrôlée dans son ensemble. Donc là, petit à petit, on commence à on va dire, retravailler sur l'installation, remettre la main à la pâte et intégrer tout le monde pour remettre au plus rapidement et en toute sécurité l'installation. Les travaux sont enfin terminés, les cabines sont en place, une phase de test est donc lancée afin de garantir 100% de sécurité aux futurs utilisateurs. Quand un client apprend qu'un câble tracteur est sectionné sur une installation comme celle du télécabine, on peut avoir que des interrogations en se disant et si nous on monte, ça va tenir. Bien sûr que ça va tenir, bien sûr qu'aujourd'hui, l'ensemble des intervenants ont fait en sorte de sécuriser encore plus l'installation pour permettre justement une fiabilité à 200%. Donc les interrogations, il peut y en avoir, mais on n'ouvre pas une installation pour prendre des risques, jamais. La remontée mécanique fait partie des transports de public des plus sûrs au monde. Quotidiennement, il y a des contrôles qui sont opérés, mensuellement également. Et chaque année, des entreprises et des organismes agréés viennent contrôler des pièces spécifiques dites de sécurité. Et tout ça est envoyé en toute transparence au ministère des Transports, qui est notre audit de tutelle, qui est le STRM-TG en France. Alors bien évidemment que l'ensemble des exploitants, c'est-à-dire de nos salariés, sont aguerris, sont très attentifs à déceler l'ensemble de l'appareil de contrôle. On a des checklists, on a des protocoles, je dirais, de contrôle. Et de par leur expérience, parce qu'on n'a pas un grand turnover, on a des gens qualifiés. Donc aujourd'hui, l'ensemble de leurs compétences, elles ont été validées parce qu'il y a aussi des formations. Et puis le savoir-faire se transmet aussi par les anciens qui étaient là à l'époque. À partir de là, on continue, je dirais, d'être très attentif au bon fonctionnement de cet appareil. Là, en lien avec le peloton de gendarmerie de haute montagne, on a monté ce qu'on appelle un plan ultime qui nous permet de développer un système spécifique qui permet en fait à une cordée de personnes, à des hommes, des secouristes, de rejoindre les cabines de manière autonome sur le câble par un système spécifique et puis d'aller porter assistance aux gens le temps qu'on répare le problème technique. Donc ce plan ultime, il a ce but, c'est d'aller au-delà de la mécanique prévue de secours et de pouvoir être en capacité d'amener quelqu'un sur les cabines sans l'utilisation d'un moyen hélicoptère. Cette installation particulière, elle nécessite un système d'évacuation particulier eu égard à ses caractéristiques. Tout a été repensé, revisité. Moi, je suis assez confiant sur ce qu'on a fait et ce qu'on peut faire dans l'avenir. On a pris tout le temps de la fermeture de l'installation, de la partie hivernale où il n'exploitait pas, justement pour se mettre en situation. Mais nous, on s'est entraîné vraiment dans des conditions hivernales où on a vraiment vu les limites à ce que l'on a élaboré. Voilà. Et comme on exploite en période estivale, on est quand même assez serein. Donc ces campagnes d'essais ont été concluantes. Je pense que l'ajout de compétences et puis le mélange des compétences entre la Compagnie du Mont-Blanc et nous est un gain de sécurité pour eux. Donc en fait, on joue la complémentarité. On peut être amené à tout moment fermer l'appareil pour des conditions évidemment que tout le monde comprendra de sécurité. De nos jours, quand on met en œuvre une commercialisation ferme et définitive, on peut avoir le retour de boomerang parce que les gens sont très déçus, ils s'attendaient systématiquement à le faire, ce qui ne peut pas être garanti à cause de la haute montagne. Donc voilà, on le fait avec précaution, on va dire. Pour autant, on mesure la satisfaction des gens et à chaque fois, elle est fabuleuse, elle est maximale. Parce que quand c'est ouvert, c'est un voyage, une expérience extraordinaire. Le 30 juin 2019, la télécabine réouvre enfin. 62 ans après sa première traversée, le panoramique Mont-Blanc repart pour une nouvelle vie.
Ça reste un ouvrage assez exceptionnel de par sa conception, son survol d'un glacier, la haute montagne pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds. Bon, voilà, on arrive à l'aiguille, c'est déjà majestueux, on fait la traversée, c'est le bonus, quoi. C'est vraiment l'appareil de remontée mécanique qui permet, je crois, de donner accès le mieux possible aux personnes qui veulent découvrir la montagne. Quand on traverse la Vallée Blanche, quand on est au-dessus de ce site, on se sent petit, humble et très en respect de cet endroit extraordinaire. C'est un appareil qui est unique au monde, donc forcément c'est un appareil qui fait partie du patrimoine de la vallée. C'est une liaison en plus historique entre deux pays qui se sont fait la guerre, donc c'est pas totalement nul comme sensation. Le panoramique Mont-Blanc, pour moi, c'est assez symbolique de ce qu'on doit continuer de construire, de ce qu'on nous a légué, de ce qu'on doit continuer de construire à ce titre au niveau des liens qu'il faut tisser, quoi. Quand on arrive dans la vallée, on n'imagine pas la télécabine qui est cachée derrière. On n'imagine pas les glaciers qu'on peut survoler avec. C'est un moment, quand il s'arrête au-dessus du glacier plusieurs fois pendant le trajet, un moment d'une poésie incroyable que d'entendre le silence ou le bruit du vent et d'être au-dessus des crevasses qu'on peut voir comme on ne les voit pas quand on traverse la Vallée Blanche. Donc voilà, je crois physiquement caché, symboliquement complexe, c'est la liaison.